Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 27 mars, merci de nous rejoindre dans cette émission. Le plaisir de vous savoir nombreux. 4 possibilités s'offrent à vous pour interagir à nos sujets, à nos débats. GG au 8036 si vous êtes abonné Orange ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG. Un peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions. L'actualité dominée dans le monde par le Covid-19. Au grand mot, les grands remèdes Covid-19 donc. La Guinée qui enregistre jusqu'à ce jour 5 cas confirmés de coronavirus décide de relever le niveau de son dispositif de prévention. Dans une adresse à la nation jeudi soir, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une durée d'un mois reconductible. Plusieurs mesures entrent dans le cadre de l'application de cette décision présidentielle. Entre autres, les frontières terrestres entrées et sorties, à l'exception des marchandises, sont fermées pour 30 jours renouvelables. Les bars, salles de jeux, des spectacles, des cinémas et autres lieux de rassemblement fermés pour 14 jours. Les rassemblements limités à 20 personnes. Les lieux de culte, mosquées et églises fermés aussi pour 14 jours. L'accès aux lieux publics comme les marchés, les restaurants et les banques se fera sous condition de respect des mesures barrières. Ce n'est pas tout. Pour les transports en commun, il faut le savoir, le nombre de passagers est désormais limité à 3 par voiture, 7 par minibus et 1 par moto. Par quel moyen l'État compte-t-il faire observer ces mesures et comment faire face à l'impact économique, au contre-coup économique et financier? Nous posons ces questions dans cette émission et si tout va bien, donc un répondant du côté du gouvernement dans cette émission. Et puis, alors que la ville des Zérékoré tente de se remettre des affres des violences meurtrières qui l'ont secoué pendant et au lendemain du double scrutin du 22 mars, le RPG Arc-en-Ciel porte de graves accusations contre le chef de file de l'opposition guinéenne, Elhadji Cellou Dalein Diallo, le parti au pouvoir qui s'est fendu d'une déclaration au ton au vitriol, rappelle que le leader de l'UFDG avait juré, je cite, sur tous les toits d'empêcher par tous les moyens le président Alpha Condé de gouverner, quitte à organiser des tueries dans son propre camp pour accuser le régime en place. Donc il le dit, hein, le RPG Arc-en-Ciel, l'état-major du RPG Arc-en-Ciel. On va essayer, on y revient dans cette émission avec quelques réactions de part et d'autre. Merci de rejoindre l'équipe. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bonjour Madame So Moussa Yoruba. Bonjour Aboubacar. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bienvenue. Alors Jacques, l'actualité forcément, c'est cet état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le chef de l'État. Plusieurs mesures annoncées. Oui, le président de la République qui nous habitue maintenant à des communications directes avec le peuple, je vais dire comme ça, parce que on n'a plus besoin d'attendre la RTG pour avoir l'adresse à la nation du président. Ça change un peu. Dès qu'il communique, ça sort à travers les réseaux sociaux, les médias privés peuvent entrer en contact avec la déclaration en question. Donc hier, c'est dans l'après-midi, donc dans la soirée, qu'on a vu cette déclaration du chef de l'État, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où il prend un air assez préoccupé, donc sérieux pour s'adresser à la nation guinéenne. Bon, on reviendra parce que on dit toujours qu'il aurait pu agir un peu plus tôt parce qu'il y a eu des alertes. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous dit qu'il instaure comme l'état d'urgence. Je crois que c'est cela l'information essentielle. Pour un mois, reconductible. Pour un mois. Reconductible et ça intervient donc de minuit à 6 heures du matin. Je crois que la circulation est interdite en ce moment. Maintenant, il y a eu également quelques restrictions, fermeture des frontières, terrestres parce qu'en plus de l'aéroport qui est déjà interdit d'accès aux vols commerciaux, il y a eu fermeture donc des frontières terrestres. C'est à l'exception des marchandises. À l'exception bien entendu de marchandises, même si là également on indique que pour les convoyeurs, il ne doit pas y avoir plus de 2, c'est le chauffeur et puis un convoyeur pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer, n'est-ce pas, le transport. Ouais. Maintenant ici, à l'interne,
on dit dans la circulation, il demande aux conducteurs de taxi de prendre 3 passagers pendant cette période. Et au taxi moto, un seul passager. Taxi moto, un seul passager. Au minibus, 7 à 10. Voilà, c'est ce qu'il prend comme mesure. Les églises et les mosquées fermées pour 14 jours, reconductibles. Ouais. Et ensuite, les cérémonies religieuses aussi, les retraites islamiques. Les retraites et également... Et les conférences internationales qui étaient annoncées en Guinée sont soit suspendues ou reportées tout simplement. Sauf que en termes de rassemblement, il dit que des ateliers, il n'interdit pas des ateliers de formation à l'intérieur du pays, mais que cela ne doit pas rassembler plus de 20 personnes. Et au niveau des marchés, il n'y a pas d'interdiction véritable, c'est la distanciation. Une personne en respectant la distanciation. Oui, en respectant la distanciation de 2 moins mètres. 1 mètre. D'au moins 1 mètre. 2 mètres que j'ai vu. 2 mètres dans les marchés. Hein. Au niveau des marchés, distanciation est exigée et puis les mesures de barrières exigées aussi pour avoir accès, n'est-ce pas, à ces marchés. Donc, c'est des dispositifs de lavage des mains qu'on recommande, n'est-ce pas, à ces endroits-là, ces endroits de vente pour pouvoir y accéder. Et l'autre pan de sa communication, c'est qu'il invite, parce qu'il est bien conscient que de telles mesures pourraient forcément avoir des conséquences sur le panier de la ménagère ou sur l'économie globalement. Donc il instruit le Premier ministre de réfléchir à un plan de relance ou un plan de soutien à l'économie nationale pour les citoyens, mais peut-être aussi pour les entreprises. Cette proposition, nous l'attendons de la part du Premier ministre. Ouais, le Premier ministre qu'on va essayer d'appeler. Voilà, le Premier ministre Kassory Fofana, parce que déjà, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est que dans les marchés, ce n'est pas interdit. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de moyens suffisants pour interdire, pour empêcher une contamination à travers les marchés. Parce que je ne crois pas que la distanciation dont on parle ou alors les mesures barrières peuvent suffire pour empêcher, n'est-ce pas, une contamination possible. Mais on sait la conséquence d'une fermeture totale des marchés de Conakry, parce que les gens vivent le jour. Ce matin, quand vous sortez, vous partez à Matoto, vous trouvez le marché des fruits est bondé de monde. Les gens sont regroupés là. Il n'y a aucune mesure d'hygiène qui est imposée. Maintenant, il y a également les transports. On se pose la question, comment va-t-on dire... Non, je voulais apporter la précision sur la distanciation, c'est 2 mètres. L'accès, 2 mètres. quatrième mesure, l'accès aux lieux publics et privés, marchés, restaurants, banques, etc. se fera sous condition du respect des gestes barrières sanitaires, installation des kits de lavage des mains, distanciation de 2 mètres. Distanciation désormais dans les marchés. Il faut respecter la distanciation de 2 mètres. Voilà, je verrai comment on va imposer ceci. Mais je me dis d'une certaine boulot façon, pour les forces de sécurité. Il y a du boulot. Je voudrais d'abord terminer avec les conducteurs, parce que ce matin on a pu faire le constat, parce que peut-être certains conducteurs n'ont pas écouté le président, ou peut-être ils l'ont écouté mais ils ne peuvent pas se soumettre à la décision tout de suite, parce que le prix du carburant quand même reste à son prix habituel, c'est 10 000 francs guinéens le litre. Après, on dit aux conducteurs qui prenaient avant 6 passagers, pour certains 7 passagers, de prendre désormais 3. Donc, c'est 4 de moins, 4 passagers de moins. Ouais. Donc, ça crée des problèmes déjà. Parce que très tôt ce matin, des citoyens nous ont appelé depuis la baie, où les transports en commun ont décidé tout simplement de tout arrêter pour le moment. Moi, il y a un collaborateur qui me disait ce matin qu'ils ont tenté d'exiger des choses ce matin à un conducteur, parce qu'il voulait prendre des passagers comme d'habitude. On lui a dit, mais le président a dit c'est trop, il faut qu'on respecte ceci. Ils ont pu, peut-être que à travers leur capacité de persuasion, ils ont pu convaincre le conducteur à partir avec eux dans ces conditions. Mais je crois que ce n'est pas possible, parce que j'ai pu voir, moi, un minibus rempli de monde. Ouais. Les gens respiraient. C'est vrai que c'est le premier jour. Donc, je pense que pendant ces mesures, nous les attendons en tout cas, nous les attendons très bien, les mesures du Premier ministre. Mais je crois qu'il faut déjà mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, il faut déjà penser au carburant.
je pense que si le carburant baisse, c'est vrai, les conducteurs ont la mauvaise foi parfois, parce que même si le prix du carburant baisse à la pompe, eux, ils refusent de diminuer le prix de le transport. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de réduire le transport. Il s'agit de respecter le nombre de personnes recommandées par taxi, recommandées par minibus. Donc, un accompagnement sur ce plan-là, je crois que ça pourrait aider. Il faut penser à ces Guinéens parce que dans les activités vont tourner au ralenti. Absolument. Et de toutes les façons, il faut dire aussi à ces conducteurs-là qu'il ne s'agit pas là, c'est pas une fête qui est en Guinée. C'est un mal, c'est un drame. Donc nous devons tout faire pour sauver des vies. S'il y a mesure d'accompagnement, il faudrait que de leur côté, qu'ils puissent accepter, n'est-ce pas, les recommandations du président de la République en se soumettant à ce nombre qui est indiqué par taxi, ce nombre qui est indiqué par minibus. Ce qui n'a pas été dit, en revanche, par le président, c'est le transport interurbain. Comment ça va se passer? C'est combien de personnes recommandées quand vous voulez sortir de Conakry pour Cancan, pour Zérékoré, pour l'Abbé? Il faut combien de personnes? Je pense que c'est la même mesure. Oui, mais je crois qu'il a plutôt parlé de circulation au centre-ville de Conakry. C'est ce que j'ai pu comprendre. Bien. Donc, il va falloir préciser tout ceci. C'est les modèles d'engins qui sont définis. Voilà. On ne parle pas de transport urbain ou interurbain. Oui. Le nombre de passagers par voiture est limité désormais à 3 par minibus, qu'on circule à Conakry ou qu'on parte vers Zérékoré. Je pense que c'est réduit à 7. De toute façon, comment on mettra tout ceci en œuvre? Parce que honnêtement, c'est des mesures qui sont tardives mais qui sont quand même justes. Peut-être on en voudrait beaucoup plus. Il faut des mesures d'accompagnement. On en voudrait beaucoup plus lorsqu'il y a des mesures d'accompagnement. Parce que sans cela, il sera très difficile pour certains de résister, parce qu'il y a le Covid-19, mais il y a aussi la famine. La famine, ouais. Allez-y, Madame Hiro. Comment on va faire respecter cette distanciation de 2 mètres dans les marchés? J'imagine que ça va être difficile vu la façon dont nos marchés sont bondés ici, surtout le positionnement dans les marchés, la façon dont les femmes sont assises, les gens sont assis côte à côte, ça va être compliqué. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nous-mêmes, en tant que citoyens, je pense que Jacques l'a dit, les mesures sont tardives, mais elles sont les bienvenues. Parce que si nous voulons nous en sortir, il faudrait quand même que nous nous soumettions à toutes les règles qui puissent nous permettre de nous en sortir. Nous avons vu comment ça s'est passé. Les amendes dont on parlait en France, nous avons vu comment les citoyens ont réagi, comment il y avait des interactions pour faire comprendre aux citoyens pourquoi on prenait ces mesures, pourquoi on exigeait que quand vous dérogez à la règle, que vous payez une amende. Et ce qu'il fallait faire, c'est vrai que les mesures ont été prises, mais je pense qu'on a un peu mis, je veux dire, les charrues avant les bœufs. Et par exemple, par rapport au carburant, nous savons qu'au niveau à l'international, il y a eu baisse, le prix du baril a baissé. On aurait pu commencer par prendre, parce que c'est quand même une mesure d'urgence. À chaque situation, il faut prendre les mesures qu'il faut face à la situation. Nous avons vu partout dans le monde comment les choses sont en train de se passer. Il y a des endroits où on prend même la décision de faire du bénévolat, d'aller vers les populations pour leur apporter tout ce qu'il faut pour ne pas que ces populations-là se déplacent. Ce qu'on devrait faire, c'est baisser d'abord le prix du litre à la pompe. Après, prendre la décision, par exemple, de réduire le nombre de personnes dans les différents véhicules de transport, que ce soit le transport interurbain ou le transport, comme on appelle, en zone urbaine. C'est ce que je voudrais dire. Parce que ça va être un peu compliqué. Vous avez vu les retombées ce matin sur les citoyens. Il y en a, par exemple, là où on payait 3 000, les gens sont partis à 5 000 plus. Je pense qu'il faudrait... Au niveau des tricycles, on nous apprend que c'est passé déjà de 7 000 à 10 000. Justement. Sur l'axe de Lambaye. Ça va être compliqué pour les citoyens qui, vous le savez, quelquefois tirent le diable par la queue. Les gens se déplacent parce qu'il faut le faire, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut forcément se déplacer. Donc, il faudrait réfléchir à une mesure, baisser le prix du carburant pour permettre à ce que ces mesures-là s'appliquent sans qu'il n'y ait trop de difficultés pour les citoyens qui gagnent difficilement leur pain. Pour le reste, je pense que il faudrait que les gens observent les mesures. Par exemple, quand on parle des ateliers, où on peut, par exemple, se retrouver à 20 personnes, je pense que c'est possible de le faire. Il y a des gens on peut organiser, par exemple, les salles de sorte que les gens ne soient pas proches et qu'il y ait des mesures d'hygiène. Par exemple, le président a parlé notamment des banques et autres. Nous avons vu déjà certaines banques qui ont déjà pris les dispositions. Beaucoup d'entreprises qui ont déjà pris ces mesures-là. Dans certaines pharmacies, on exige que vous laviez les mains avant d'avoir accès à l'intérieur. Je pense que si nous voulons nous en sortir,
Il faudrait que nous acceptions les règles qui ont été érigées, les règles qui ont été fixées, parce que c'est une question de vie ou de mort. Absolument, ou bien, soit nous nous soumettons, soit comme on appelle, on périt. C'est ce qu'il faut dire. Ouais. Mais ce qu'il faut faire, il ne faut pas oublier de prendre les mesures d'accompagnement. Absolument. C'est indispensable pour que les citoyens puissent se soumettre à cela, parce que sinon on ne pourra pas s'en sortir. Bien. Imaginez par exemple dans le marché les femmes qui sortent à 5 h du matin pour aller acheter les bonnes dames, ouais. pour aller acheter les condiments à Matoto ou à Madina, quand les prix vont grimper, parce que vous savez qu'il y a certaines de ces femmes, c'est quand elles partent vendre la journée qu'elles reviennent faire la cuisine le soir pour leur famille. Donc si on n'accompagne pas dans ce domaine-là, ça va être vraiment compliqué. Voilà pourquoi c'est difficile le confinement chez nous, parce que les gens, Jacques l'a dit, on vit au jour le jour. Ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est ce qu'on mange le même jour. Si on ne sort pas, on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc il faut penser à des mesures d'accompagnement. Il y a les lieux de culte aussi, Madame Miro, qui sont fermés pour 14 jours, les églises et les mosquées. Face à une situation exceptionnelle. C'est une mesure qui a du mal à passer. Hein. Non, mais on n'est pas plus royaliste que le roi. Ouais, je suis d'accord. Ils ont fermé les mosquées. Je relais ce que j'entends. Moi, j'ai écouté les religieux. Oui, mais même au Sénégal, ça a eu du mal à passer. Oui. Quand même, les gens ont du mal à croire qu'on ne peut plus aller à la mosquée, on ne peut plus aller faire la prière de vendredi. Les gens ont du mal à comprendre. Il y a des mosquées déjà qui, je pense qu'avant que le président ne parle, avaient pris des dispositions qui font passer, qui sensibilisent les citoyens, qui font des sermons. Parce que vous savez, le plus souvent, par exemple, quand je prends l'islam, les gens généralement, quand ils finissent la prière, il y en a qui se serrent la main. Les gens qui sont côte à côte, on est en train de passer à autre chose. On est en train d'éviter cela, par exemple. J'ai écouté le premier imam d'Équipé, je crois qu'il ne serait pas très opposé à cela. Il y a plein de gens qui ne sont pas opposés. Il appelle plutôt les fidèles à se soumettre aux mesures qui sont données par les médecins. Et puis c'est prévu par l'islam, c'est prévu par la religion. Le prophète a prôné à un moment donné que quand les gens sont malades, quand le monde est frappé par une pandémie, ceux qui sont malades doivent rester là où ils sont. Ils doivent pas se mélanger aux personnes qui se portent bien. Ils ne doivent pas se déplacer pour aller des zones où ils pourraient notamment contaminer d'autres personnes. Donc c'est pas une chose qui est interdite en religion. Je pense que la moindre des choses serait qu'on se plie à ces règles-là. Et surtout que c'est pour 2 semaines. Bien. Mais reconductible, bien entendu. On espère que d'ici là, les choses seront sous contrôle. D'ici le ramadan, pourquoi pas. Allez-y, Mohamed. Il faut craindre peut-être des abus de la part des forces de sécurité qui seront déployées pour faire observer ces mesures, Mohamed. Il y en aura. Des gens, quand on les envoie dans les écoles simplement parce que des enfants débrayés n'ont pas d'enseignants, ils trouvent le moyen de tuer des enfants. Donc, quand on dit, écoutez, il y a une marche même pacifique et tout, ils trouvent moyen quand même de faire des victimes. Il y aura des abus. Mais je pense, de toutes les manières, il appartient aujourd'hui aux autorités. Je pense qu'il doit y avoir des canevas. Il doit y avoir normalement par exemple des lettres circulaires. Je pense que le général Bafoué peut élaborer comme ça des notes circulaires techniques sur la conduite à tenir par les agents. Mais sur le modus operandi. Quand on dit police, par exemple, c'est plusieurs entités sur le modus operandi. Ouais. Parce que, attention, c'est eux qu'on envoie pour faire respecter les mesures, sûrement. Mais il ne faut pas aussi qu'on les expose. Il ne faut pas qu'ils chopent eux aussi la maladie. Ouais. Donc il faut qu'eux-mêmes déjà... Il y a des décès déjà dans les rangs de la police et de la gendarmerie en France. Non mais attention, il y a déjà 3 nouveaux cas ce matin. Dans un groupe de 8 déjà qui avait été testé à l'ANS hier. Oui. En Guinée ? Le communiqué vient de tomber. Je l'ai là sous les yeux. 3 nouveaux cas. 3 nouveaux cas. Confirmés. Dont 2 Françaises et une Guinéenne. Dans un groupe de 8 qui a déjà été testé. Il y a 3 nouveaux cas ce matin. Donc nous sommes passés à 8 alors. À 8 désormais. Dont 2 Françaises et puis une Guinéenne. Donc ça veut dire que voilà. et lorsqu'on prend... L'affaire est sérieuse. Oui, et lorsqu'on sait qu'en moyenne, je suivais le président quand même du conseil scientifique français la dernière fois, il expliquait que pourquoi il faut rompre, si vous voulez, quand même certaines habitudes sociales. En moyenne, nous serrons la main à combien de gens par jour? C'est une 50aine. Alors quand vous prenez ne serait-ce que 1000 contacts par jour, vous en multipliez par 50, vous en avez 50 000. Et si le lendemain, c'est 50 000 là, c'est-à-dire on sortait de ce cercle-là pour aller simplement vers une nouvelle personne, vous n'êtes plus à 50 000 ou à 200 000, vous êtes déjà à 2 500 000. Vous imaginez comment ça peut aller très vite, en fait. Voilà pourquoi cette maladie-là, elle va très vite. En l'espace de 2 mois, le monde entier est frappé. Je pense qu'il y a ces mesures, on doit quand même... C'est des mesures tardives. J'ai vraiment le sentiment que ces mesures-là sont tardives.
Malheureusement, on ne peut pas me l'enlever. Ce sentiment-là. J'ai vraiment. C'est votre point de vue, Mohamed. Oui, parce que nous avons parlé, on a interpellé longtemps. On a fait des élections une priorité par rapport à la vie des citoyens. Ouais. Et aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Plus personne n'est à l'abri. Je ne le souhaite pas. Mais ce cas détecté au ministère du Budget, si les contacts se confirment, si ça se propage, le gouvernement pourrait être touché en plein cœur. Vous comprenez? Et là, qui vous dit ministère du Budget, vous dit à côté, ministère des Finances. Mais oui, là-dessus, vous avez vu la note circulaire du Premier ministre adressée à ces départements. Je sais, mais avant la survenue de cette note, avant même que le cas soit détecté, il y a eu des conseils des ministres. Il y a eu des conseils. Il y a eu des contacts. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui. C'est ça, en fait, le problème. Et puis maintenant, de l'autre côté, moi, je suis quand même un peu dubitatif par rapport aux lieux de culte. Si ailleurs, vous autorisez les rassemblements de 20 personnes, pourquoi les lieux de culte, par exemple, on ne pourrait pas dire aux gens, si les gens peuvent prier de manière, par exemple, égrenée, pourquoi pas? Parce que pendant cette période, attention, il y a des religieux qui se sentent tellement concernés qu'il y a des gens qui voudront, par exemple, passer des moments de jeûne et de prière spécifiques pour la nation. Effectivement, on en a besoin. Donc, je pense que, parce que ne l'oubliez pas, je vous le disais ici hier par rapport à ce qui est arrivé à Zérékoré, ce qui fait mal dans l'atteinte des lieux de culte, c'est que c'est notre dernier rempart, c'est notre dernier refuge lorsque nous sommes désemparés. Ouais. Donc vous voyez, cette maladie, elle a vraiment quelque chose de maléfique. Ouais. C'est-à-dire, elle vous coupe. Elle vous coupe de l'humain, elle vous coupe de vos proches. Ouais. Mais ça a tout l'air, Mohamed. Je suis d'accord, ça a tout l'air d'une malédiction divine. Pardon? Mais j'ai dit ça a tout l'air d'une malédiction divine. Quelque chose de maléfique. C'est quand même c'est terrible. Ce qu'il faut préciser, c'est que Dieu est avec nous partout où nous sommes. Oui. Ce qui fait que parfois si on me dit que vous terminer, n'êtes même pas obligé d'aller à la mosquée. Ça a été prôné par les différentes religions. Si tu entends aller à la mosquée, c'est quand tu te portes bien. Non, je pense que les gens ne devraient pas avoir du mal à accepter des décisions de ce genre. Attendez. Allez-y. Attendez, je ne suis pas contre la mesure. Les grandes gueules. Je veux qu'on applique toutes les mesures, mais de manière intelligente. Il y a des rassemblements qui seront compliqués à éviter. Vous avez parlé du cas des marchés. Oui ou non? Effectivement. Mais si déjà, par exemple, des rassemblements de 20 personnes sont autorisés jeudi, il y a des types de rassemblements religieux qui n'ont rien à voir avec, par exemple, les messes de dimanche ou les grandes prières, par exemple, de vendredi, mais parfois qui sont importants. C'est de cela que je parle. Donc, dans les mesures d'interdiction, il faut aussi faire preuve d'intelligence. C'est ce que je dis. Bien. Voilà, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que cette mesure, sinon je ne sais pas. Depuis combien de jours, moi-même, je réclame ici vraiment qu'on ferme. Et puis il y a autre chose, Aboubacar. Oui. Cette histoire, on est en train d'oublier quelque chose. C'est le transport interurbain. On est en train de l'oublier. Oui. Aujourd'hui, la porte désignée, c'est Conakry pour l'instant. Tout le monde est arrivé par l'aéroport. Mais les contacts, si on autorise les gens à aller à l'intérieur du pays, pour tout et pour n'importe quoi, les gens, vous avez suivi ce qui s'est passé en France. Quand on a annoncé déjà que le confinement serait peut-être envisagé, les gens ont quitté mais massivement Paris pour aller en province. Conséquence, ils ont dispatché la maladie. Or, Conakry encore, c'est facile encore à prendre en charge dans la mesure où les CTP sont là. La logistique, elle est là. Ouais. Donc, je pense qu'il faille vraiment revoir cela. Ouais. Je pense que cette mesure, tout à l'heure, parce que je voulais vraiment parler la fermeture des frontières terrestres, elle est quand même elle est salutaire parce que beaucoup de Guinéens qui faisaient la navette avec, entre la Guinée et le Sénégal ne pourront plus mais il y a le faire. Des groupes justement et le Mali aussi. Le Mali aussi. Il y a la Côte d'Ivoire également qui a. Non, le Mali aussi a bien de connaître ces deux premiers cas. Oui, donc pratiquement on est cerné. C'est au Sénégal et en Côte d'Ivoire où la situation est très grave. Elle est explosive. Non, au Sénégal, comme je vous le disais. Le Sénégal est à 105 cas confirmés. Oui, c'est comme le Burkina également hier qui était à 105 cas. Comme je vous le disais, le Sénégal est pratiquement dans une phase 2. Désormais, les gens se contaminent entre eux dans le pays. Ouais. Et lorsque l'on sait tout le trafic qu'il y a entre le Sénégal et la Guinée, il faut faire attention. Et il y a des groupes de femmes, d'ailleurs, on me signalait ça la dernière fois à la convention, il y a des groupes de femmes, par exemple, qui vont faire les achats et tout ça, qui sont suivis depuis un certain temps, avant la fermeture des frontières, qui rentrent, qui sortent. Bien. Et tout ça, quelque part, c'est inquiétant. Donc, je dis, aujourd'hui, c'est bon de prendre ces mesures. Mais attention, il y a un élément essentiel qu'on est en train d'oublier, c'est la sensibilisation. Mon frère, Mamadi qui est au marché de Matoto ici, Nyepou qui est au marché de Zérékoré là-bas, quand vous lui direz qu'il y a une maladie qui se transmet simplement parce que quelqu'un est passé à côté d'elle en parlant ou en toussant, elle ne croira pas.
C'est pourquoi je dis la sensibilisation. Qu'on arrête de nous dire que ces gens-là n'ont pas de moyens. C'est pas vrai. Pendant la crise d'Ebola... Pour le moment, il n'y a aucune action de Je vais terminer. Non mais attendez. Pendant la crise d'Ebola, rappelez-vous, donnez-moi le nom d'un seul média qui a touché 30 millions durant toute la crise. Il n'y en a pas dans la communication. On ne faisait pas payer. Il y a aussi des mesures pour les médias publics et privés qui ont été prises là. Mais on a oublié qu'à l'époque, les médias sont allés à fond. Mais regardez les gens qui étaient à la communication. Combien? Est-ce qu'il y en a un seul que vous connaissez qui ne sait pas acheter une maison? Donc, attention. Donc, je dis encore une fois, pour le moment, faisons avec les moyens du bord. Il faut que cette cellule de communication-là fonctionne. Il faut que les spots soient conçus. Il faut que les communiqués passent. Il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. Les communicateurs traditionnels là. On est en train d'oublier, les radios rurales, c'est le bon moment de commencer à former les gens. Il faut les mettre à contribution. Parce que ces gens-là ont un impact extraordinaire sur nos communautés. À l'intérieur du pays, les radios communautaires, les radios rurales, c'est le bon moment de penser à ces radios-là. De les mettre à contribution. Je pense que c'est vraiment le bon moment. N'attendez pas que la crise prenne une ampleur telle que même rassembler ces communicateurs-là pour les former deviendra difficile. Il ne faut pas attendre ça. Merci Mohamed. Merci Mohamed. Je voudrais qu'on insiste quand même sur le contre-coup économique. Le président, dans son adresse, l'a dit, est préoccupé par la situation de l'économie nationale en raison du lourd tribut que lui fait payer la crise sanitaire. J'ai instruit le Premier ministre de me proposer un plan de riposte économique susceptible de soutenir notre économie et aider le secteur privé à absorber les chocs induits par le ralentissement prévisible de l'activité économique. C'est quand même... nous avons commencé. Il y a une volonté, mais comment y arriver? Moi, je n'ai pas compris cette partie du discours. Parce que dans les conditions normales, au moment où le président a pris... D'abord, je ne sais pas s'il y a un acte présidentiel qui a été pris dans le cadre de l'état d'urgence. Il faut que je vérifie ça parce qu'il doit prendre un acte là-dessus. C'est pas une simple déclaration. C'est une déclaration qu'il a faite, c'est tout. Je ne crois pas qu'il ait pris un décret. C'est possible. On n'a pas besoin de faire passer les décrets à la RTJ. D'accord. Il suffit que ce soit au journal officiel. Au journal on n'a officiel. pas besoin. Voilà. Mais il faut qu'on vérifie quand même. Mais dans les conditions normales, des projections auraient dû être déjà à la disposition du chef de l'État. Je suis quand même étonné. Cette crise-là, on sait tous qu'elle devait arriver depuis 2 mois. Qu'elle allait prendre le monde entier, on le sait tous. Et je suis quand même effaré d'entendre le président dire que c'est maintenant qu'il ordonne au Premier ministre de faire une évaluation économique, d'évaluer les contre-coups. Au même moment, vous voyez pourquoi nous loupons les occasions. Le FMI et la Banque mondiale ont annoncé quoi? 150 milliards de dollars pour des soutiens aux économies impactées. Zéro comme emprunt. Effectivement. Et l'Éthiopie est allée plus loin. L'Éthiopie a demandé au club notamment de Paris par exemple et à d'autres créanciers du continent de tout simplement lever ces dettes-là. Ça a été aussi l'appel de Macky Sall qui a demandé l'annulation des dettes. Le FMI a annoncé des mesures allant dans ce sens. Peut-être il y aura des efforts qui vont être faits dans le but d'alléger justement le service de la dette sur ces pays. Mais que nous, au moment où la Banque islamique de développement, parce que c'est quand même eux je pense, qui pour le moment ont annoncé les mesures les plus fortes, sont décidés à envoyer de l'argent vers les pays de la Oumma islamique. Mais suffisamment pour les aider. Bizarrement, nous, c'est maintenant qu'on va commencer à évaluer. Quand même... Par contre, ça me chiffonne un peu. Bien, allez-y, Jacques. Sur le contre-coup économique, est-ce qu'il faut penser, par exemple, à annuler pour le moment les factures d'eau, d'électricité et bien d'autres choses quand même qui pèsent sur les budgets assez faibles des PME guinéennes? Tout est ralenti là. Je crois que nous avons commencé à le dire à travers le carburant. C'est vrai que les conducteurs de taxi, ce ne sont pas des entreprises en tant que telles, mais ce sont quand même des sources de revenus pour ces personnes-là. Donc, il y a aussi des sociétés de transport qui existent. Donc, si bien entendu, il y a un effet sur le prix du carburant, ça peut avoir... Pour le carburant, non, le carburant, c'est pas lié parce que le Premier ministre avait déjà écrit justement au ministre du Budget, au ministre des Finances, pour leur demander
justement de faire des propositions. Ça, ce n'est même pas lié à la crise. Parce que maintenant, là, le prix du ça devrait intervenir. Fin mars. Il avait déjà demandé la semaine début dernière. avril. Il y a une baisse. Il a déjà demandé. De toutes les façons, lorsque le prix du baril a baissé à l'international, je crois on avait demandé cela. Les gens avaient dit que bon, il y a un stock, donc il faut attendre que ce stock-là s'épuise pour voir si on peut agir, n'est-ce pas, sur les prix à l'interne. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, il va y avoir des difficultés pour les entreprises parce que le pays va être à l'arrêt. Donc, il faut penser à des taxes. Bien entendu, il faut penser à ce qu'on peut faire en termes de taxes, par exemple, en termes de mesures d'allègement en faveur des PME. D'allègement en faveur des PME, même en faveur des entreprises, même des grosses entreprises aussi, mais qui emploient des personnes. Parce qu'après aussi, il faut penser à relever ces PME et le secteur privé. Il faut de l'argent. Il faut injecter de l'argent. Dans d'autres pays, Mohamed Mara parlait de certains pays tout à l'heure, mais la plupart des pays africains aujourd'hui sont dans cette logique-là. C'est-à-dire on monte un programme de riposte, un programme de résilience. Et on tend la main. Le Sénégal prévoit 1000 milliards de francs. Alors que les pays qui ont des assises économiques bien faites, par exemple comme l'Europe ou les États-Unis, c'est de l'argent. On dit bon, voilà ce qu'on va mettre pour soutenir telle action, pour soutenir telle autre action. C'est pourquoi moi je disais, dès que cette épidémie a commencé, j'ai dit l'Afrique va beaucoup plus souffrir des conséquences économiques que du virus lui-même. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. Nous n'avons rien pour pouvoir. Nous n'avons pas de capacité de résilience. Nous avons connu les mêmes problèmes pendant Ebola. Je crois que nous, Guinéens, nous ne devrions pas connaître les mêmes soucis aujourd'hui parce que nous avons été prévenus. Nous avons été frappés par Ebola et au lendemain d'Ebola, on s'est revu avec une économie complètement à terre. Il a fallu encore tendre la main pour que les autres nous viennent en aide. Donc, dès lors qu'on a entendu Covid-19, le gouvernement devrait déjà penser à un programme, à un plan de riposte, à un plan de relance économique parce qu'il va sans dire que lorsqu'il y a virus, bien entendu, dans notre pays, même ailleurs, on peut être affecté économiquement. Le problème, il est déjà là. Il y a ce budget qui a été proposé par le ministère de la Santé, mais ça c'est pour lutter contre la propagation du virus. Il y a que là également, c'est des partenaires qui volent au secours. Il y a, je crois, la Banque mondiale. Il y a également le FMI dont on parlait tout à l'heure. Mais on dit le gouvernement a décaissé un montant pour déjà commencer à travailler. Mais on ne peut pas continuer à tendre la main. Il faut que le gouvernement nous montre à l'interne qu'il a quand même envie de résoudre un certain nombre de problèmes économiques qui sont créés par cette pandémie-là. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de citer, des réactions sur les taxes, des réactions sur les prix, parce que vous allez le constater lorsque vous allez actuellement sur le marché, vous verrez que les prix des denrées alimentaires commencent à flamber là. C'est véritable. La dernière fois, le ministre même les kits sanitaires. Hier, j'ai demandé des sauts qu'on m'a proposé à 60 000 francs. Mais il y a un secteur, Jacques, si tu me permets, il y a un secteur sensible qu'on est en train d'oublier. C'est le secteur des enseignants du privé. Les écoles privées absorbent l'essentiel de la masse aujourd'hui des jeunes diplômés sans emploi en Guinée. Effectivement. Et ces gens, vous savez que les écoles, même si ça n'étudie pas, les parents que nous sommes, nous payons. Mais on ne paye pas aux enseignants. À la fin de l'année. C'est important. Mais ces enseignants, c'est important. On a été contacté par le secrétaire général du syndicat des enseignants du privé, le SNEPGUI. Justement, eux par contre, les écoles privées ne Il y a des payent parents pas. qui ont payé pour toute l'année. Absolument. Non, mais on paye on l'a déjà fait. Il y a des fondateurs qui mais même si les enfants reviennent dans 2 mois, ceux qui n'ont pas payé paieront. C'est le principe avec eux. Mais le problème... Mais attention, le président a mis un bémol au communiqué des 3 ministres en charge de l'éducation. Il ferme les écoles pour 14 jours. Oui, parce qu'il faut réévaluer. Absolument. Non, mais c'est même le principe aussi de l'état d'urgence. C'est pas continu comme ça. On réévalue et on voit à chaque fois s'il faut reconduire. Ça va être le nouvel ordre. Ça va être le nouvel ordre. Je voudrais terminer et j'imagine que dans 14 jours, on le sait maintenant. Oui, mais ce que vous oubliez, c'est que dans 14 jours, sûrement, c'est qu'il vise, c'est qu'il aura son assemblée nationale. Parce que pour reconduire, il aura besoin d'eux. C'est sûrement ça le message qu'il faille décoder. Oui, c'est vrai. Allez-y, Jacques, pour clore. Voilà, je voudrais conclure par 2 choses rapidement. D'abord, ce que je disais par rapport au prix. Nous avons vu le ministre du Commerce la dernière fois au port pour montrer à la population guinéenne que il n'y a pas de risque de famine. Qu'il n'y a pas de risque, que nous sommes prêts. Mais il dit c'est pour 6 mois.
C'est ce que nous avons. Maintenant, est-ce que d'ici là, il y a quelque chose qui va arriver? Il faut peut-être qu'il essaie de rassurer la population parce que nous dépendons de l'étranger, véritablement. Et cette communication, à ma foi, n'était pas aussi la bonne. Parce que si vous dites comme ça, c'est pour 6 mois, ceux qui sont nantis vont aller tout ramasser pour mettre à la maison. Ceux qui n'ont pas de possibilité de s'approvisionner pour une longue période vont souffrir. Maintenant, par rapport à ce qu'on disait pour la sensibilisation, moi je voudrais, et ça c'est une recommandation que je fais à l'ANS, il faudrait que dans les heures qui suivent, qu'on puisse retrouver des relais communautaires dans les marchés. Je pense qu'il faut cela. Ouais. Il faut que les relais communautaires soient déjà présents dans les marchés. Il faut commencer par pulvériser les marchés. Je pense qu'il faut le faire. Mais il faut que les gens soient là pour que tous les jours ils puissent communiquer avec ces femmes-là. Des femmes qui n'écoutent pas de radio, qui ne regardent pas de télévision, donc qui ne savent pas ce qui se dit autour. Ce qui les intéresse, c'est leur petit commerce. Il faut que des relais communautaires soient là pour que l'ANSS installe les kits de lavage partout. Et puis des kits de lavage soient vraiment visibles. Bien. Voici ce qu'on pouvait dire sur ce Covid. Et juste derrière la transition, nous appellerons M. Kadiali Guirassy donc sur le report du Grand Fidao 2 à la mémoire de El Hadj Bah Guirassy. Donc cet événement religieux aussi, donc qui devait rassembler plusieurs invités du côté de Bouquet, reporté donc s'il est dit. On en parle dans un instant avec M. Kadiali Guirassy. La suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci de nous accorder votre attention depuis Bokeh. Dans un instant, donc, nous entendrons M. Kadiali Guirassy, donc, qui va nous évoquer le report de ce grand Fidao qui était prévu donc en raison du coronavirus, du Covid-19 qui sévit en Guinée à travers le monde. Cette cérémonie religieuse donc reportée s'inédit. Dans un instant, M. Kadiali Guirassy qui va donc annoncer ce report. Dans la deuxième partie, on s'intéresse à l'actualité politique, alors que la ville des Zérékoré tente de se remettre des affres des violences meurtrières qui l'ont secoué pendant et au lendemain du double scrutin du 22 mars. Le RPG Arc-en-Ciel porte de graves accusations contre le chef de file de l'opposition guinéenne, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Le parti au pouvoir, qui s'est fendu d'une déclaration au vitriol, rappelle que le leader de l'UFDG avait juré, je cite, sur tous les toits d'empêcher par tous les moyens le président Alpha Condé de gouverner. On en parle dans cette émission. On s'intéressait aussi aux réactions des organisations régionales et internationales sur le double scrutin du 22 mars. L'unanimité sur le caractère non inclusif et non consensuel du fichier électoral pointé par pratiquement l'ensemble des organisations internationales et régionales qui se préoccupent aussi des violences survenues en marge de ce double scrutin et qui appellent au dialogue dans notre pays. Un peu plus tard aussi, on s'intéresse à l'affaire Global Voice, la Guinée condamnée au paiement de 20 millions de dollars américains encore du fait du ministre Moustapha Mamediaby. On en parle avec Jacques Lewaleno dans cette émission. Avant notre invité par téléphone, M. Kadiali Guirassy, quelques réactions avec nos auditeurs. Cette première réaction qui tombe de Mamadou Bobo Ndiere Diallo. Bonjour les GG. Connaissant la défaillance du système sanitaire guinéen et la dangerosité du Covid-19, j'ai l'impression que les autorités guinéennes veulent se rassurer que la maladie atteint un niveau très avancé pour s'activer, mais ce qui est sûr, cette maladie ne peut pas être un business. Il le dit Ndiare Diallo. On continue avec ses auditeurs. Abou Poutine Banco, je salue cette décision du président et qu'il élargit en réquisitionnant les radios privées pour sensibiliser davantage et associer l'opposition pour éviter les réticences. Par contre, c'est une bonne décision. Il faut associer l'opposition, organiser des consultations, c'est important. On y va avec le ministère de l'Information a pris toutes les dispositions pour mettre les médias publics, RTG, Radio Rurale, Orea, AGP à contribution dans la sensibilisation. C'est M. Sekou du ministère qui nous envoie ce message. M. Sekouba Djoubaté aussi qui y va avec beaucoup de réactions. La mosquée de la Mecque est fermée. Les mesures peuvent être respectées s'il y a une volonté politique. Ce gouvernement sort l'armée contre les
jeune, pourquoi ne pourrait-il pas la sortir pour éviter une contamination massive qui engendrait une catastrophe nationale? Il pose la question. Sachant tout cela, il a quand même organisé son élection du 22 mars. Or, il y avait une hécatombe dans le monde. C'est Sekouba Djoubaté, un inconditionnel du PDN, qui nous envoie ce message. On y va avec ses auditeurs. Oui, bonjour. 3 nouveaux cas ce matin, 3 nouveaux cas positifs. Mohamed Mara l'a déjà rappelé. On y va avec cette réaction de qui exactement? De Mfali Cissé. Bonjour Aboubacar. L'état d'urgence est décrété et les mesures seront appliquées à la lettre. J'ai dit ce matin au chauffeur qui a conduit ma voiture taxi de respecter ces mesures ou de me donner ma voiture. Je vais garer jusqu'à ce qu'on annonce la fin du Covid-19. Respecter ces mesures, c'est de protéger la population. On continue avec 2 dernières réactions avec qui exactement? Bournumbo Diakariao du côté de l'UFDG. Bonjour, une forte baisse du prix des hydrocarbures aurait été une mesure d'accompagnement efficace et salutaire pour faire face au coronavirus. On y va avec Alpha Moussa Makadjabi qui nous dit ceci. Bonjour Aboubacar, à toute l'équipe. La déclaration du président avec ces mesures annoncées relève d'une réelle volonté du chef de l'État de déclarer la guerre au coronavirus. Je me prive d'aller dans les mosquées jusqu'à nouvel ordre. Je suis à la maison. Le peuple de Guinée doit appliquer ces mesures et consignes d'hygiène. C'est notre bonheur et notre santé donc qui en dépendent. Une dernière réaction avant d'entendre M. Kadialou Girassi. Karfa Mouriakaba qui nous dit ceci. J'ai vu un chef de l'État soucieux de la santé publique des Guinéens. Respectons les mesures préventives. Le Covid-19 est une menace qui a mis le monde à l'arrêt. Les journalistes doivent jouer un rôle de sensibilisation pour que les citoyens respectent donc les exigences de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'il est là, M. Kadiali Girassi? Il est donc l'organisateur de ce grand FIDAO qui était censé donc avoir lieu ce week-end du côté de Bokeh. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, M. Kadiali Girassi. Bonjour Aboubacar ainsi qu'à tous vos auditeurs. Bienvenue dans notre émission. Allez-y Jacques. Alors le FIDAO était prévu pour ce week-end finalement. Pour des raisons d'épidémie, donc de pandémie, vous avez décidé de reporter. D'abord, dites-nous combien de personnes étaient attendues à Bokeh à l'occasion de cet événement? Merci, monsieur. Concernant pour l'organisation de Grand FIDAO qui a été prévu ce week-end, le 29 mars à Bokeh, il y avait beaucoup de spots conseillés par Radapo Media. Il y avait plusieurs personnes, milliers de personnes qui viennent même à l'extérieur du pays et qui devraient venir assister à ce Grand FIDAO. Bon, parlant des raisons du report de la date du sacrifice de notre père, devint père, qui est le grand-père de Lamine, et je vous dirais que ça pose de la situation sanitaire que traverse notre pays ainsi que le monde entier, Covid-19. Bon, donc, nous présentons nos excuses à la grande communauté musulmane, mais aussi les connaissances, parents, amis et alliés. Donc, très prochainement, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Bon, M. Aboubacar, une date sera annoncée. Oui. Un message radio diffusé sur l'ensemble du réseau Radapo Media. Pour finir, au nom de la famille Girassi, nous sommes très fiers de Lamine, tout ce qu'il a fait pour cet événement, pour la réussite, et toute son équipe de Grand Gueule et Radapo Media. Et que le bon Dieu vous nous protège. Je vous guide et je vous remercie. Merci bien. Donc c'était M. Kadiali Girassi, donc qui était l'organisateur en chef de ce grand FIDAO qui est reporté. Donc Jacques Leroy, une décision sage et responsable. Oui, parce que c'était prévisible avec ces mesures qui viennent de s'annoncer. Mais je crois qu'avant les mesures, c'était déjà en l'air, c'était déjà décidé de reporter. Donc les mesures viennent confirmer, si vous voulez, la décision de la famille Girassi qui décide donc de reporter ce
grands rassemblements parce que ça devrait, un FIDAO, je crois, ça rassemble des milliers de personnes. Ça devrait être une grande rencontre. C'est donc une grande décision. Bien. Et il y a aussi les cérémonies religieuses, les mariages, les baptêmes. On a vu déjà du côté de l'abbé, le maire qui a décidé d'interdire tout simplement ces cérémonies. Je pense que, comme on le disait tantôt, face à une situation difficile, il faut appliquer les mesures qu'il faut. Et le président l'a dit, on ne permet pas de regroupement de plus de 20 personnes. Voilà pourquoi c'est important de faire de la sensibilisation, d'aller vers les populations pour leur expliquer, parce que ici, les gens ne croient pas réellement aux choses tant qu'ils ne voient pas la réalité, tant qu'ils ne touchent pas du doigt la réalité. Il faut aller à la sensibilisation, dire aux populations que quand vous avez un baptême, vous n'êtes pas obligé de regrouper du monde, parce que ce qui se fait le plus souvent chez nous, il y en a qui se déplacent, qui quittent même les villages. Quand il y a des baptêmes, il faut faire de la sensibilisation, justement, aller vers les gens. Il faut adopter la bonne attitude, l'attitude responsable. Les radios, c'est pour cela qu'il faut, la sensibilisation doit se passer. Parce que vous savez qu'à l'intérieur du pays, les gens sont plus souvent scotchés au niveau des radios rurales. Les gens écoutent les informations. Il faut leur parler, il faut leur faire comprendre pourquoi. En même temps, nos parents qui sont dans les zones urbaines, il faudrait qu'ils parlent à leurs parents, qu'ils les appellent pour leur dire que quand il y a une cérémonie, pour des mesures de sécurité, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Ça pourrait aider à canaliser un peu cette pandémie. Merci. Alors, Alphonse, bonjour. Bonjour, avocat. Vous reçois pour une minute. Vous avez pensé à cette initiative de la Syrie Graffiti, en tout cas, qui fait des dessins sur les espaces publics. Oui, dans le cadre de la sensibilisation pour le corona, il y a plusieurs jeunes qui ont pris des initiatives. Et cette ONG Guinée Challenge qui organise la Syrie Graffiti, ils ont décidé d'aller de l'avant. Si vous prenez l'autoroute après le pont de Bessia pour aller vers Damodi, vous allez constater ces belles images qui sensibilisent de manière forte sur les modes de contamination et les modes de prévention. Effectivement. Sur le coronavirus. Donc ces jeunes ont commencé sur fond propre cette sensibilisation et ils aimeraient pouvoir l'étendre dans toutes les communes en Guinée. C'est pour ça que ce matin on est venu lancer un appel pour eux, parce que c'est pas eux qui l'ont demandé, c'est une initiative personnelle, pour qu'on vienne en aide à ces jeunes par transfert Orange Money, ou si on peut les fournir des kits qui les permettent de continuer les graffitis et sensibiliser. Parce qu'il faut... c'est une initiative à soutenir. Les images sensibilisent mieux que la parole. Des fois, on ne comprend pas ce qu'on dit, mais quand on voit l'image, ça parle mieux. Bien. Donc, ils ont un contact bien sûr. Lequel... Bien sûr, je pense qu'on va se référer à la direction pour essayer donc de faire passer ce contact pour Guinée Challenge. Pour cette initiative de la Syrie Graffiti, parce que la sensibilisation, c'est aussi par ce moyen. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur le Covid-19 et sur cet état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le président Alpha Condé. Et on attend des mesures d'accompagnement, un plan de riposte d'impact économique avec le Premier ministre. On n'a pas eu de répondant malheureusement du côté du gouvernement. On revient après une courte pause pour nos obligations commerciales pour nous plonger dans l'actualité politique. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.